Bonsoir à tous, merci d'être avec nous, fidèles au rendez-vous du 18h de Télé Nantes. Et pour bien démarrer cette semaine, on vous propose ce soir de parler de patrimoine et de mémoire, et ce grâce à un livre, ce livre-là, qui s'appelle Du quai de la Fosse vers Mélinée-Canclos. Alors c'est un livre passionnant qui mélange à la fois les archives de la ville de Nantes, le fonds d'archives de la ville de Nantes, et aussi des témoignages d'habitants pour retracer le passé, le présent de ce quartier-là. C'est le numéro 4 aussi d'une série qui concerne le quartier plus vaste de Dervallières-Zola. On vous en dit plus dans quelques instants avec nos invités des archives, de l'équipe de quartier et aussi de ceux qui ont recueilli la parole des habitants. Et puis en fin d'émission, c'est désormais aussi une tradition, on reçoit régulièrement la CLCV, l'association Consommation, Logement, Cadre de Vie. C'est Émilie qui sera avec nous ce soir pour une nouvelle chronique. Elle va nous parler des compteurs Linky, ces compteurs ERDF qui sont installés progressivement dans tous les logements. Alors, sont-ils vraiment obligatoires? Doit-on s'en méfier? Elle va répondre à ces questions tout à l'heure. Voilà le programme de notre émission. Ça peut démarrer tout de suite après la virgule. À quoi ressemblait la place Canclos du temps du tramway? Quelle était la vie des dockers du quai de la Fosse? Ce petit livre, qui est avec moi, ce beau livre d'ailleurs de 220 pages, répond à ces questions et à bien d'autres encore. Et nous sommes avec 3 personnes qui ont largement contribué à ce livre. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Nathalie Barré, vous êtes responsable du service Histoire et Mémoire des quartiers aux archives de Nantes. C'est vous qui avez aussi piloté ce projet au niveau des archives. Marie-Madeleine Tarot, vous êtes partie... Bonsoir, vous faites partie du groupe Mémoire, qui est ce groupe d'habitants qui a permis aussi de collecter la parole des autres habitants des quartiers. Et Saïd Karoui, vous êtes le chargé de quartier Dervallières-Zola, qui est aussi à l'origine de cette série de livres, car je le disais, c'est une série de livres, c'est le numéro 4 là, qui est sorti récemment, mais il y avait eu auparavant 3 autres, je vais les montrer aussi. Des Dervallières à procès, c'était le numéro 1. Et au fil du temps, vous allez voir, c'est de plus en plus conséquent. De la contrée à Durentière, voilà. Et il y a eu autour de la place Émile Zola, c'était le numéro 3. Et donc ce numéro 4, le plus copieux, du quai de la Fosse vers Mélinée-Canclos. Comment est née l'idée de cette série d'ouvrages? Eh ben, c'est en 2005 que l'idée a émergé dans le cadre du Carrefour des citoyens. C'est un rendez-vous que donnaient le maire et les élus de quartier aux citoyens de ce grand quartier et de tous les quartiers nantais. Ça veut dire que c'est parti des habitants? C'est parti des habitants et avec une impulsion forte de l'élu de quartier à l'époque. C'est sorti dans un contexte aussi où le quartier des Dervallières vivait une évolution urbaine très très importante avec des programmes de démolition, de réhabilitation, de l'aménagement de l'espace public. Et il fallait justement travailler cette jonction, accompagner cette transformation du quartier avec ce recueil de la mémoire vivante des habitants pour gérer vraiment cette transformation du quartier. En fait, ça illustre bien cette phrase selon laquelle, pour envisager l'avenir, il faut un peu regarder le passé. Absolument, aussi. Oui, absolument. D'autant plus que quelques pans de ce projet de renouvellement urbain peuvent être douloureux pour certains habitants. Oui. Dont le logement peut être démoli. Dans le cadre des programmes, c'était le cas. Et donc, justement, revivifier ça par du travail sur la mémoire, c'est très important. Alors après, un partenariat s'est fait aussi avec les archives municipales. Évidemment, pour vous, c'est l'occasion de valoriser aussi le fonds d'archives que vous avez et de l'augmenter aussi un peu. Tout à fait, parce que le principe, ça a toujours été d'accompagner des groupes d'habitants, de les aider à faire leurs recherches au sein des archives et d'articuler cette histoire avec la mémoire des habitants, auprès desquels on collecte aussi des photos. Donc, qui enrichissent votre fonds. Qui enrichissent notre fonds, voilà, et qu'on valorise... à travers les livres. Ouais. Voilà. Alors, il faut essayer de montrer un petit peu comment c'est fait, parce qu'il y a à la fois des documents d'archives qui viennent, on l'imagine, de chez vous, des photos aussi qui appartiennent à des collections privées. Et il y a un texte aussi, entre guillemets, officiel qui raconte l'histoire. Et puis, en bleu, on voit les témoignages des habitants qui sont cités, Jean-Claude R, Nicolas, Pierre, Solange, voilà, des expériences vécues. Et c'est vous, notamment, Marie-Madeleine, qui avez recueilli ces témoignages? Eh bien, entre autres, oui, je participais un petit peu au recueil des témoignages, des fois avec Nathalie, et c'est vrai que c'est passionnant d'aller à la rencontre des gens, des personnes âgées ou de leurs enfants qui ont habité le quartier ou des anciens commerçants qui
nous livrent leur intimité, leur vie, leurs conditions de travail ou de vie quotidienne, quoi. Donc vous alliez chez eux. Voilà, et vous recueillez cette parole-là. Voilà. Elle est facile à obtenir, cette parole-là? On se livre facilement sur son vécu? Les gens sont peut-être un petit peu réticents au départ, mais avec beaucoup de patience et de gentillesse, on arrive à avoir des renseignements sur leur vie au quotidien d'il y a longtemps. Oui, c'est ça qui est précieux dans ces témoignages-là, au-delà de ce que racontent les livres d'histoire. C'est l'épaisseur humaine, disons. Ah, oui. Et vous avez même eu des fois des détails sur la toilette des gens aussi. On se le disait tout à l'heure en coulisses. Des gens qui se livrent sans pudeur, quoi. Oui, leur vécu, leur ressenti aussi sur les événements qui les ont soit enchantés ou perturbés. En quoi elle est si importante, cette parole des habitants, même pour l'archiviste que vous êtes? Ça permet vraiment d'apporter du vécu aux documents écrits, archivés. On essaie de capter aussi une ambiance de quartier, un esprit à travers des conditions de vie, une mémoire sociale. C'est vraiment l'idée d'articuler la trace matérielle, l'environnement qu'on peut voir, et puis qu'est-ce qui s'est passé avant ici, comment les gens ont vécu. On fait revivre le passé portuaire, par exemple. Parce que c'est vrai que ce quartier qui est concerné par ce 4e ouvrage, donc quai de la Fosse vers Méline et Canclos, il est très hétérogène en fait, puisqu'il y a le quai de la Fosse avec ce passé portuaire très, 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 très important, évidemment, le tissu industriel aussi, mais aussi un quartier bourgeois avec Mélinette Canclos. On est vraiment dans un quartier assez hétérogène, dans ce quartier restreint. Et il y a en plus la partie ancien Chantenay pilleux, donc où là c'était vraiment très populaire. On voit encore la trame rurale qui côtoie Mélinette très bourgeois. Et voilà, c'est vrai mais ça se tient parce qu'on est aussi dans un quartier résidentiel et tout est lié par l'industrie, le port et l'industrie en fait, puisque les gens qui habitaient dans ce quartier étaient soit capitaines d'industrie pour la place Mélinette, soit ouvriers, ou soit marins, dockers. Donc c'était vraiment lié à l'activité du port en fait. Donc ça veut dire que la parole aussi des gens que vous avez recueillis, c'est des gens qui n'ont jamais vraiment quitté ce quartier? Non, c'est vrai qu'il y a, c'est des gens qui sont là un attachement. Qui sont depuis longtemps. Et on l'a vu dans tous les livres. Et d'ailleurs, dans le groupe lui-même, il y avait des personnes d'un âge certain qui ont, durant les 10 ans, là, qui est la durée de ce travail, qui ont été d'une assiduité. C'est vraiment très... Qui ont participé depuis le début. Alors, c'est vrai que sur les dockers, là, on parlait du quai de la Fosse, il y a vraiment une matière assez impressionnante de ces dockers qui racontent comment était l'embauche, comment se passait l'embauche, comment se passait la manutention sur les quais. Vous avez eu des témoignages importants des dockers. Nous avons eu le plaisir de voir un de leurs films, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps. C'était très, très émouvant, quoi. De voir la différence entre leurs conditions de travail et celles qui sont les conditions d'aujourd'hui, quoi. Et puis surtout sur ce quai de la Fosse qui aujourd'hui, il n'y en a plus des dockers. En tout cas, quai de la Fosse, plus sur quai de la Fosse, en tout cas, il n'y en a plus. Ils étaient vraiment animés par l'envie de transmettre leur savoir-faire, et on rencontre souvent des personnes qui ont envie de parler de leur vie, de leur vécu, de leur métier. On a rencontré un capitaine au long cours, donc c'est pas des métiers banals non plus. Donc ils ont vraiment cette volonté-là, de transmettre. Vraiment. Et alors, partant du quai de la Fosse, du coup, tout le quartier après, derrière aussi, c'est industrialisé. Des usines se sont implantées du fait de la proximité du port. Et on découvre aussi que place René Bouillet, rue La Mauricière, boulevard de Launay, il y avait un tissu industriel très important, notamment une tour à plomb qui s'appelle la tour Launay. On le voit sur les images. Ça, c'est quelque chose qui a disparu aussi. Qui a disparu dans les années 60, mais qui a dominé longtemps le paysage de la place Mélinette, du quartier, parce qu'elle était vraiment immense. Là, oui, elle est vue de la place Mélinette, exactement, sur cette photo. Il y a encore quelques traces de cheminées dans le quartier. Quand on va dans les petites rues à l'arrière, on arrive encore à en voir. Mais tout le tissu industriel a été remplacé par du résidentiel. C'est vrai qu'il faut aller
fouiller dans les petites rues Pour ou dans les trouver des petites archives, traces, ou dans les témoignages pour avoir cette mémoire-là, quoi. Mais c'était un repère important pour les habitants, on imagine, Oui. cette tour Launay. Oui. Mais Ouais. justement, je pense, j'ai parlé de l'évolution urbaine au Dervalien, mais je crois que le grand quartier évolue aussi et vit des mutations Ouais. avec la construction de logements. La ville se développe sur elle-même, donc il y a besoin de construire de logements. Et il y a des anciens secteurs industriels qui ont vécu ça. Ouais. Ces 3-4 dernières années, par exemple, dans les anciennes usines Chupin, il y a eu un programme de logement de La 164, papeterie. de 164 logements. Donc c'est intéressant de montrer aussi à ces nouveaux habitants qui Oui. viennent dans ces logements-là que voilà, qu'est-ce que ça a été avant eux, Oui. etc. Donc ça, c'est le but de ce travail, c'est aussi ça. Alors- C'est restituer un peu le passé Pour ces industriel. nouveaux Bah oui, arrivants c'est aussi. comme ça qu'ils continuent à vivre dans les mémoires aussi. Alors, il y a aussi la place René Bouillet. C'est vrai qu'elle a eu plusieurs noms. Hein. Elle a été la place de l'entrepôt, la place Launay. Et puis là, donc, on voit, il y avait un cinéma carrément sur cette place René Bouillet qui aujourd'hui est un rond-point hein, globalement. Et il y avait aussi carrément un marché à la place du square actuel qu'on voit aussi sur les images. Elle a vraiment changé cette place René Bouillet. Et ça fait peut-être aussi réfléchir sur l'évolution des commerces de proximité Oui, aussi absolument. Oui, dans c'est un ce grand quartier. sujet. Le maintien du commerce de proximité est un grand sujet aujourd'hui dans l'évolution et les mutations urbaines du quartier. Même si c'est pas très très simple hein, de traiter de ce sujet, parce que c'est une action de libre installation et on peut pas décréter comme ça l'installation de commerce, mais c'est une préoccupation continue. Oui, qui doit chez sortir aussi avec ça. On se dit, mais là, il y en avait un avant, Oui, pourquoi oui. il n'y en a plus aujourd'hui? Pourquoi il n'y a plus Oui, cette il y a des boulangerie? rues Pourquoi historiques où il y avait beaucoup de commerce. La rue de la Convention, par exemple, c'est une Ouais. rue qui était truffée de commerce. Et c'est moins le cas aujourd'hui. Et c'est moins le cas aujourd'hui, bien Et sûr. vous avez fait beaucoup pour recueillir la parole des commerçants de la rue de la Convention. Hein. Oui, oui, oui. Et sur cette place René Bouillet aussi, c'est vrai qu'on a des témoignages d'habitants qui racontent justement, on allait tout le temps dans le square René Bouillet, beaucoup de gamins venaient jouer aux billes, au ballon, ils venaient de toutes les rues autour pratiquement, sauf de Mélinette. On n'a pas connu des gens de Mélinette, ils étaient plus bourgeois dans ce quartier-là. Donc aussi, voilà, des populations qui se mélangent pas trop, ça ressortait ça? Oui, sûrement. Oui. Mélinette, Oui. voilà, Oui. on comprend hein, quand on voit la place Mélinette. Et enfin, ses on voit hôtels ce qu'elle est. particuliers. Et ses hôtels particuliers. Et les alentours, par contre, c'était plutôt ouvrier. Hein, beaucoup de gens qui travaillaient au chantier naval. Hein, ça, c'est quand même resté jusqu'aux années 80 quand même. Donc c'était assez prégnant dans l'ambiance du quartier et dans la vie du quartier. Ouais. Quoi, donc, Ça ressortait, oui, des témoignages, Oui, beaucoup. bien sûr, oui, Ouais. oui. Alors on voit des photos du coup aussi qui sont rigolotes où parce qu'il y avait un garage aussi place René Bouillet et des clochards qui étaient dans le square et on voit certains qui pour aller travailler on devait chasser les clochards du square donc on les voit là dans une boîte. Ça aussi c'est des photos qui vous ont été amenées par les habitants tout à fait. que vous n'aviez pas vous. C'est des photos, enfin ça peut être que des albums de particuliers qui nous apportent ce genre de photos, parce que voilà, c'est pris sur l'instant, dans une situation, à un moment donné, et c'est l'intérêt de ce travail, justement, quoi, de pouvoir... Et d'enrichir un peu la collection. Oui, évidemment. Alors, une autre image aussi qui est intéressante, c'est celle de la place Canclos, qui était traversée par le tramway. Oui. Alors ça, il y a pas mal aussi d'anecdotes de gens qui prenaient le tramway pour aller à l'école, de ce tramway qui déraillait aussi, hein, pas mal. C'est étonnant de voir ces images-là aujourd'hui, de cette place Canclos. Bah, disons qu'elle est un petit peu plus désertée, quoi, Oui. en fait, hein, dans sa partie centrale, tout au moins. Oui. Et puis, oui, voilà, mais les gens, on a rencontré quelqu'un qui s'amusait à nous raconter comment il dévalait derrière le tramway à vélo, ou enfin bon, voilà, quoi. Oui, Ouais. oui. Ce sont des très, très bons souvenirs, hein, cette place Canclos. Ouais. Il y a encore les guérites aujourd'hui, hein, de l'arrêt de oui, tramway, oui, par oui, contre. oui. Ils sont là, Qui sont la d'ailleurs. trace aussi. La oui. ville conduit avec un groupe de riverains aujourd'hui une réflexion sur l'aménagement de cette place. Donc, Ouais. donc c'est important. On ferait revenir le on va tramway. pas restituer la place, la place avec le tramway, mais c'est important qu'elle soit pas délaissée, qu'elle Ouais. soit une place vivante, une place où il peut y avoir Ouais. de l'activité, de l'animation. C'est une place très fréquentée Bien par les sûr. mamans, par Oui, les parce qu'il y a enfants. des aires de jeu aussi. Et donc, je ne dis pas qu'on la rénove à cause de ce travail-là, mais il y a quand même des jonctions entre qu'est-ce qu'elle a été avant, puis qu'est-ce qu'elle pourrait devenir aujourd'hui, comment Ouais. elle peut être confortée.
Alors, en tout cas, c'est tout ça que vous pouvez découvrir dans ces ouvrages. C'est vraiment passionnant pour ceux qui aiment Nantes, qui aiment leur quartier, qui ont envie d'en savoir plus. Ils sont disponibles aux Archives de Nantes, rue d'Enfer, à la bibliothèque Émilienne Leroux, aussi place des Dervalières, à la librairie du Château des Ducs de Bretagne, également par correspondance si on vous adresse un courrier sur le site de l'archive archivenantes.fr. On peut trouver tout ce qu'il faut. Juste, est-ce qu'il y aura un numéro 5 ? Normalement, oui. On essaie d'en faire un tous les 2 ans, mais c'est le temps qu'il nous faut, de toute façon. Voilà, on partirait plutôt du côté du quartier des Ponts. Mais voilà. Quartier des Ponts. Parce que sur le grand quartier d'Hervalières-Zola, ça y est, on a Vous êtes fini. exhaustif maintenant ? Voilà, on a fini. Donc, on changerait de quartier. On essaie de faire des quartiers où il n'y a jamais eu de travail de cette teneur-là qui ont été conduits. C'est juste derrière... L'île de Nantes, la partie centrale de l'île de Nantes, oui. Ouais. Au moment où l'île de Nantes était morcelée en différentes îles et qu'il y avait plus de ponts qu'il y en a aujourd'hui, c'est ça. Ah oui. En fait, hein. C'est pour ça le quartier des Par ponts. contre, on a cette richesse aujourd'hui et il y a des fils qui peuvent être retirés. Éventuellement, on travaille avec les écoles. Aujourd'hui, on mène un atelier dans le cadre du dialogue citoyen sur le paysage et le paysage et le patrimoine. Oui. Et des choses peuvent être versées un peu à cette réflexion d'aujourd'hui. Oui, à partir de ce matériau-là. Pour le maintenir vivant d'une certaine manière, il peut être utilisé. Tu es associé à ce travail-là. C'est un travail qui ouvre, c'est vrai qu'on ne ferme pas, qui donne des et codes. qui donne aussi beaucoup de choses aux futurs, aux nouveaux parents, aux nouveaux habitants, aux jeunes adultes. Je pense que c'est important de connaître la vie du quartier. Pas, allez faire vos curieux et regardez ces bouquins qui coûtent 10 € à l'unité. Voilà. Merci beaucoup pour cette petite balade. Merci et on accueille tout de suite aussi quelqu'un qui vient des Dervalières. C'est Émilie de l'association CLCV, puisque l'association CLCV se trouve dans les Dervalières. Tout est dans tout. Elle nous rejoint. Bonsoir Émilie. J'ai raison, la CLCV est bien sur le quartier des Dervalières. Oui, voilà, donc nous sommes voisins. Finalement, parler de votre quartier. On est tous groupés, on est venus, on a fait du covoiturage. Bon, ce soir, vous nous parlez des compteurs Linky. Qu'est-ce que c'est que cette drôle de bestiole ? Voilà, tout à fait. Donc en fait, ce sont des compteurs intelligents, dits communicants, qui vont être déployés là jusqu'en 2021. Donc les premiers compteurs, ils ont commencé à être installés depuis décembre 2015. Je ne sais pas si vous en avez vu ou dans votre entourage. Enfin, nous, à la rédaction, il y avait quelques personnes qui étaient concernées qui commencent déjà. un petit peu, oui. Alors oui, c'est des compteurs qui font un peu parler d'eux, qui font polémique. Voilà, alors là, moi, aujourd'hui, je suis juste pour clarifier un petit peu les choses. Après, pas forcément sur la polémique. sur la polémique. Mais si, vous allez rassurer peut-être un peu les gens aussi. Peut-être les personnes aussi. Parce que vous avez beaucoup de demandes en ce moment, justement, de consommateurs qui se disent qu'est-ce que c'est que c'est. Voilà. Est-ce qu'ils ont le droit de refuser cette installation-là ou pas. Donc voilà, c'était sous forme de petites questions. En fait, ce que j'avais envie de vous dire, c'était Jack, c'est donc ERDF qui propose l'installation de ces compteurs-là. Donc c'est l'électricité réseau distribution de France. Donc c'est eux qui sont gestionnaires du réseau. Et après, il y a plusieurs fournisseurs d'énergie par la suite. Donc après, il y aura EDF, le consommateur choisira le fournisseur qu'il souhaite. Mais c'est bien ERDF qui installe ces compteurs et qui les change. Et alors après, ces compteurs-là, ils donnent quoi comme info en fait? Donc, en fait, ils permettent donc à distance d'évaluer la consommation en temps réel du consommateur. Donc ce ne sera plus des consommations estimées. Donc ça permettra au consommateur d'avoir une consommation plus proche de sa consommation, de ses kilowattheures. Donc ça permettra aux fournisseurs d'énergie non pas de faire des contrats tous les 3 kilowattheures. Ce qui est le cas aujourd'hui. Voilà, mais plus tous les 1. Oui. Mettons, parce qu'aujourd'hui... pour les budgets, parce que c'est vrai que l'énergie, c'est quand même un coût pour les ménages. Et donc, ça permettra normalement aux ménages d'être au plus proche de leur consommation réelle. Oui, parce qu'aujourd'hui, si on a 4 kWh, mettons, on devait payer 6, parce que c'est tous les 3. Voilà. Et aujourd'hui, on pourra payer... Enfin, demain, on pourra payer que 4 kWh. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils nous évaluent toujours un peu au-dessus. Et après, quand ils font la régularisation tous les ans, eh bien, du coup, ils nous redonnent ou on doit leur rembourser. Que là, ce sera vraiment plus proche de la consommation des personnes. Alors, ce compteur Linky qui va arriver chez nous, est-ce qu'il est gratuit? Oui, alors l'installation est gratuite. Par contre, par la suite, il va y avoir un surcoût pour le consommateur sur sur sa facture. Donc là, sur ce surcoût-là, la CLCV au niveau national, parce que c'est vraiment un sujet qui intéresse toute la France. Et donc, du coup, nous, on reste très vigilants pour que le surcoût soit moindre. Parce que derrière, ils vont se faire forcément un gain de productivité. Donc, il ne faut pas que ce soit le consommateur qui paye les pots cassés. Le gain de productivité de EDF. Alors, est-ce qu'on peut refuser l'installation de ce compteur? Est-ce qu'il est obligatoire?
Alors, il est obligatoire, donc en fait, si on refuse, pénalement, on peut avoir une amende. Ouais. Donc, il est préférable de ne pas refuser Parce qu'en fait, c'est pas l'usager qui est propriétaire du compteur, ça reste, c'est les collectivités locales. Donc, c'est-à-dire que c'est pas votre compteur à vous. Oui. Vous pouvez pas l'empacter ni rien. Vous ne pouvez pas le ramener dans votre prochain logement, Voilà, il va non, rester. vous n'avez pas le droit. Voilà, Il il est appartient aux collectivités locales en l'occurrence. Voilà. Parce qu'il y a certaines communes qui en ce moment refusent carrément l'installation des Oui, compteurs certains liquides. maires, voilà. C'est vrai que j'ai C'est pour ça que je je me parlais de suis aussi polémique. interrogée, Ouais. oui, voilà, aussi là-dessus. Donc c'est vrai que nous, au niveau de la position de la CLCV nationale, on est plus sur mettre des points de vigilance sur ces compteurs-là, mais après, on ne va pas être dans le... À dire si c'est bien à ou dire mal. si c'est non, Ouais. sinon qu'après, derrière, pénalement, vous êtes quand même Responsable. amendable. Alors comment ça va se passer cette installation? Alors, la personne va être, va recevoir un courrier 30 à 40 jours avant le jour de l'installation. Et donc après, il y a une entreprise qui va être mandatée, qui va venir chez vous, changer le compteur, donc ce sera gratuit. Et après, par contre, au niveau du contrat, ça ne va pas changer tout de suite. Il faut que tout le réseau, enfin tout un quartier soit changé entièrement. Soit connecté. Voilà, il faut que tout un quartier soit connecté au même compteur pour qu'un abonnement puisse changer. Alors, il nous reste déjà peu de temps, mais c'est vrai que justement, il s'agit de connexion, parce qu'en fait, les données sont connectées, les données relevées À de distance, notre voilà, c'est consommation vraiment à d'électricité. Et c'est aussi ça qui posait un petit peu de problème. Les données, qu'est-ce qu'on en fait après, quoi? Est-ce qu'elles sont utilisées ou pas? Les données restent confidentielles, car du coup, ils n'ont pas le droit de divulguer vos informations personnelles. Il faut rester vraiment dans le cadre du contrat de fourniture d'énergie. Ils n'ont pas le droit de les... Donc, il y a la d'autres fournisseurs. commission de régulation de l'énergie qui se charge justement de veiller à ce que toutes vos données soient vraiment gardées secrètes. Voilà, bon, normalement, ça devrait de vous rassurer, les informations qui vous ont été données ce Ils soir. pas trop peur parce que du coup, Voilà. ils disaient « Ah !» Ouais. Sinon, Donc, j'étais n'ayez pas pas peur. crédible. En tout cas, il y a l'adresse aussi de la CLCV qui est Faut pas apparue. hésiter à venir vers nous vous s'il y a voir des si questions. jamais il y a d'autres questions. Merci beaucoup, Émilie, pour toutes ces précisions. Merci encore à nos invités. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain.